remettre à demain ce qu'on est censé accomplir dès aujourd'hui. Cactus, le podcast qui pique les RH. La procrastination, c'est quoi ? Entre flemme et échec de confiance en soi, comment inverser la tendance pour plus de productivité ? Bonjour à tous, bienvenue dans Cactus, le podcast by Fox RH qui décrypte et accompagne les RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Max, consultante en image professionnelle, spécialiste en confiance en soi et anti-procrastination. Je l'ai bien dit. Mais une consultante en image professionnelle, spécialiste en confiance en soi et anti-procrastination, c'est quoi ? Tout d'abord, Sandra, merci beaucoup pour ton accueil. Et alors, en fait, en quelques mots, une consultante bienveillante et dynamique qui vous aide à trouver les bons leviers et les bonnes sources de motivation. C'est ça, être une consultante en image professionnelle, spécialiste en confiance en soi et en anti-procrastination. En fait, c'est ça. C'est trouver les bons leviers, les bonnes sources de motivation qui permettent de vous mettre en action dans votre quotidien. Ce qui se passe, c'est qu'accomplir des tâches, quelle que soit leur envergure, développe notre satisfaction personnelle. Et cette dynamique, cet état d'esprit d'avancer un peu chaque jour, coûte que coûte, permet au final de se réaliser et de s'accomplir plus rapidement. On est alors une personne bien dans sa peau, on est fier de ce qu'on fait, on renvoie une image positive et une confiance en soi à toute épreuve. C'est très clair. Merci. Donc moi, j'ai pu lire que la procrastination, c'était une tendance, oui, j'ai fait une petite veille quand même, et du coup, c'est une tendance à remettre les tâches au lendemain, une tendance, selon moi, c'est plutôt humain de remettre les choses au lendemain. Absolument. Mais comme je pourrais le souligner, c'est une tendance, oui. Donc ça n'a pas vocation à être un raisonnement définitif, et pourtant, on voit de plus en plus d'articles relatifs à ça, et donc j'aimerais savoir comment expliquer, comment on peut comprendre ce que c'est la procrastination. Alors, procrastiner est en effet le fait de remettre à demain ce qu'on est censé accomplir dès aujourd'hui, y compris nos rêves. Or, cette tendance que tu viens justement de souligner ne s'applique pas sur tous les domaines de notre vie. D'accord. Tu vois, quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'on remet très facilement à plus tard ce qu'on n'a pas envie de faire. Car comme par hasard, on est envahi par une grande flemme et qui est parfois accompagnée d'une certaine culpabilité de n'avoir rien fait. Oui, clairement, c'est concrètement. Donc c'est ça, procrastiner. D'accord. Donc quand on précise qu'on n'a pas envie de faire, donc il y a vraiment un lien avec l'affect finalement. Oui. Il y a un réel rôle de l'affect dans le fait de procrastiner. Alors heureusement, cette tendance à remettre à plus tard ne concerne donc pas tous les domaines de notre vie, puisqu'en général, cela concerne le domaine, par exemple, administratif, tel que remplir, renvoyer un formulaire, avec les pièces justificatives correspondant et dûment remplies. C'est vrai. Ou alors, les tâches ménagères comme ranger ses affaires ou jeter ses poubelles. Voilà, ça paraît plus anodin, mais pareil, on n'a pas forcément envie de le faire. Ce sont deux domaines à la fois fréquents, que ce soit au travail ou à la maison, et contraignants, parce que nous sommes obligés de le faire, sinon c'est le désordre. Et parce que poster sa lettre ou faire ses vitres n'apporte pas particulièrement de satisfaction. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Personne va dire sur le coup comme ça, hein. Non. Oui. Non, c'est sûr. Or, en fait, un minimum d'ordre et de discipline engendre le sentiment d'avancer dans sa vie, d'en être l'acteur et de ne pas ou ne plus la subir. Il ne faut pas minimiser tout effort accompli car ce qui est fait n'est plus à faire. Et c'est comme ça que nous avançons de plus en plus sereinement parce que nous naviguons de moins en moins à vue, c'est-à-dire sans but ni direction. Ouais, non mais sûr. Mais donc au final, on pourrait se dire que la procrastination serait alors un problème d'organisation de temps de travail. Ouais, tu n'es pas la seule à m'en parler. Ouais. Alors attention, il ne faut pas confondre procrastiner et se réorganiser. Par exemple, se plonger dans un nouveau dossier demain matin à la première heure plutôt que ce soir à 18h. Ça, c'est se réorganiser afin d'être pleinement concentré sur ce nouveau dossier.
La réorganisation intègre une notion de temps, de méthode ou de logique, alors que la procrastination, c'est plus en rapport avec l'absence d'envie de faire, l'absence de plaisir à faire ce qu'on doit pourtant faire. Un problème d'organisation est davantage lié à la gestion ou à l'absence de gestion de ses priorités. Sans mise à jour régulière de son planning et de ses tâches, on ne prend pas assez en compte le niveau d'importance de chacune de nos actions. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à ne traiter que le tout venant, alors que pour progresser, il faut prendre du recul, apprendre, anticiper et enfin décider. D'accord. Mais du coup, là, tu relèves quelque chose d'assez parlant parce que je me dis, en ce moment, si on fait le lien avec tout ce qui se passe, le Covid et les nouvelles façons de travailler, là, je me dis, avec la reprise du télétravail qui est fortement recommandée, comment tu penses est-ce que tu penses que la procrastination pourrait être un frein à cette productivité ? En fait, j'ai été contactée par des cadres, des managers à différents niveaux en entreprise et aussi des indépendants. Donc c'est aussi bien un statut salarié que des statuts des indépendants. Et c'était leur crainte, justement. Ils disaient, là, je me retrouve seule. Alors, les indépendants, ils ont l'habitude. Et d'ailleurs, il y avait même un parallèle qui s'est installé entre le salarié qui s'est retrouvé un petit peu indépendant. On devient un petit peu freelance. On devient tous un peu freelance. Voilà. Et du coup, maintenant, les salariés comprennent pourquoi le freelance, il est un peu tout le temps occupé. Il n'a pas forcément cette facilité de scinder métro, boulot, dodo. Une fois que je suis chez moi, la vie privée reprend. Non, l'indépendant, il mélange vie pro et vie perso en même temps. Et du coup, c'est pour ça que finalement, il y a beaucoup de salariés en télétravail qui se sont retrouvés à effectuer davantage d'heures de travail. Et ce pour principalement 2 raisons. La première, c'est par peur, en fait, je reboucle avec ce que tu viens de dire, par peur de ne pas finir à temps leurs différents dossiers et donc la peur d'être contre-performant, tu vois, contre-performant et de louper éventuellement une promotion ou même, tu vois, il y a une perte de fierté. C'est ça. Et de se dire, mince, mon implication, je sens bien qu'elle est faible. Elle est en train de faiblir, je la vois. Non, mais je vois bien. Mais ça, c'est normal, justement. C'est normal, nos repères ne sont plus là. Donc, il faut aussi faut donner du temps à l'esprit, au cœur, au corps de s'habituer à ces nouveaux repères. Et la deuxième principale raison, une sensation un peu soit de perte de repères, de surmenage ou un manque d'accomplissement, c'est par pression consciente ou inconsciente de la part de leur manager qui contrôlent, ou qui ont contrôlé, en tout cas beaucoup dans le début, plus que d'habitude le travail de leurs collaborateurs. Moi, j'ai eu... mais tu te rends compte, Muriel, ils ont mis le meeting tous les matins à 8h ou 9h. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de ça. D'habitude, je suis en autonomie le matin et après, on fait nos réunions tranquillement, une fois qu'on a préparé. C'est vrai que c'est un phénomène qui s'est vu. Après, parce que moi, j'en ai parlé avec d'autres copines qui étaient, d'autres amis en entreprise et dans la même situation, qui m'ont dit non mais c'est pas possible, moi j'ai des Skype tous les matins, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a été je te confirme. Pas évident Je te confirme, alors qu'en fait côté management il faut au contraire rassurer et motiver les salariés à distance en augmentant le niveau de communication, le niveau d'accompagnement au changement. Et oui, c'est vrai que c'est un vrai métier, mais pareil, le management doit être un petit peu sensibilisé à ça, tout ce qui est accompagnement au changement et à la transition. Et par conséquent aussi le niveau de confiance et d'autonomie. Oui. Tu vois, finalement, si certains se sont retrouvés à procrastiner, c'est plutôt par manque de repères et ou d'objectifs et donc de priorités clairement exprimées ou rédigées. Ouais, je pense aussi que c'est vrai que ça a du sens. Maintenant que tu m'en parles, c'est un problème de communication. Je suis tout à fait d'accord et moi je me mets à la place du salarié qui se dit mais mince, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis fliqué comme ça, et le manager qui dit mais mince, mais qu'est-ce qui se passe, je me retrouve à jouer le rôle de flic alors que moi j'ai d'autres chats à fouetter. Effectivement. Donc là il y a une petite frustration, il faut en parler et après trouver rapidement des solutions pour s'adapter. D'accord. L'être humain doit s'adapter. Justement,
est-ce que tu penses, parce que là aussi on est dans 2 cas, on parle de télétravail, on parle aussi au bureau, est-ce que tu penses que c'est plus difficile de mettre en place des mesures pour lutter contre la procrastination au bureau qu'à la maison ? Alors, notre rythme interne et notre motivation fluctuent chaque jour. Par conséquent, il nous revient à nous d'avancer dans nos dossiers de manière méthodique. Une fois les objectifs éclairés, il est plus facile de mettre en place les actions pour les atteindre. Par conséquent, la procrastination, l'oisiveté ponctuelle, permet de décrocher intellectuellement de ce qu'on est en train de faire pour mieux y revenir avec de nouvelles pistes. Voilà, moi, je le vois ça comme ça, de manière très positive. Donc finalement, ce n'est pas de la procrastination, mais des pauses de quelques minutes qui nous permettent de sortir notre nez du guidon. D'accord. Qu'une personne mette 3 heures ou 3 jours pour actualiser un document, cela est de son ressort. Cela relève de sa responsabilité. Oui. Du moment qu'à la fin de la semaine, le document est renvoyé à jour et au bon interlocuteur. Donc, il est plus facile de lutter contre la procrastination à la maison, parce qu'au moins à la maison, ce sont de vraies pauses récréatives ou de repos qu'on peut s'octroyer. D'accord, donc le moyen de ne pas subir cette situation, ce serait finalement la mise en place de pauses clairement définies. Absolument. Ok. Et comme ça, c'est pas frustrant et on ne culpabilise pas d'aller prendre un petit café et de se poser 5 minutes à la fenêtre. C'est vrai, parce qu'après, on n'a pas forcément le regard extérieur des collègues, du patron. Donc, c'est peut-être plus facile, effectivement, à la maison de mettre en place des mesures, telles que des petits rituels. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes plus sensibles que d'autres à la procrastination ? Alors, oui, il y a des personnes, oui. En fait, les personnes les plus sensibles à la procrastination, ce sont celles qui n'ont pas encore mis le doigt sur leur « pourquoi je me lève le matin ». Et il y a aussi celles qui réfléchissent trop pour différentes raisons. La peur de l'échec. Mon Dieu, je vais rater. La peur de réussir. Mon Dieu, comme je l'ai réussi une première fois, il faut absolument que je réussisse une seconde fois. Il y a aussi la peur d'être jugé, de ne pas être à la hauteur. Voilà, par exemple. Donc, on procrastine soit par perfectionnisme envers soi-même. Voilà, je veux absolument que tout soit parfait avant de me lancer. Voilà, c'est comme ça. Or, il y a toujours des imprévus, hein, tu le sais très bien. Soit parce qu'elles apportent une importance énorme au regard des autres et se mettent toutes seules une pression sociale, alors qu'il faut absolument en sortir. Nous sommes les capitaines de notre cheminement de vie, nous pouvons récolter les avis et les conseils des uns des autres, mais ce sera toujours nous qui choisirons de les appliquer ou non en fonction de notre réflexion finale et de nos intuitions. Oui, c'est sûr. Et donc, en fait, si on vulgarise, c'est pas un très beau mot, mais si on veut réduire un peu le problème, c'est que ce serait un problème de faible estime de soi, enfin, du moins un problème d'estime de soi. Excellent lien. Exactement, ne pas avoir confiance en soi, avoir une piètre opinion de soi, ne pas se faire confiance, voilà, engendre une boucle vicieuse. Ce que je pense, ce que je fais, c'est nul. Donc, autant rien faire. Et comme je ne fais rien, je n'avance pas, je n'évolue pas, donc je ne peux pas gagner en confiance en moi puisque je n'ai rien fait. Je n'ai donc rien par rapport auquel je pourrais être fier de moi. Je suis donc inutile par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Et du coup, dans nos relations avec les autres, amis, famille, amour, collègues, soit on reste complètement dans l'ombre pour pas être vu, soit on en fait trop pour justement camoufler notre manque de conviction en nous-mêmes ou dans nos actes. Voilà, c'est pourquoi une fois qu'on réalise qu'on passe à côté de notre vie, il faut se prendre en main, se mettre en retrait, ok, le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire et réaliser dans notre vie, mais ensuite se mettre en ordre de marche, quitte à se faire aider par une coach, un consultant dont le métier, c'est la passion, pour aller plus vite et plus loin. Le plus dur en fait, Sandra, c'est de se regarder soi-même avec bienveillance et sincérité, de tirer des conclusions, de grandir, parce que même quand on est grand, on peut encore grandir. Voilà, c'est comme ça, il n'est jamais trop tard, il faut juste se lancer, parce que personne ne le fera à notre place. C'est sûr, et
Je pense qu'on a tout dit. En tout cas, merci beaucoup Muriel Avec pour grand cette belle plaisir, intervention. Sandra. À bientôt pour un nouvel épisode de Cactus.